À ce chiffre, 158 milliards d'euros. Les hydrocarbures ont rapporté 158 milliards d'euros à la Russie. Et je suis heureux d'être ici sur Sud Radio parce que j'ai la possibilité, comme ça, avec vous, de réfléchir et avec des invités, de réfléchir à des questions essentielles de géopolitique. Parce que c'est de la géopolitique, évidemment, avec la guerre en Ukraine, avec d'un côté la Russie, de l'autre l'Occident. Malgré les sanctions, Félix Mathieu, le Kremlin bénéficie de la flambée des prix. Et oui, moins d'exportations, mais des prix beaucoup plus hauts. Résultat, les bénéfices russes ont augmenté au premier semestre par rapport aux années précédentes. Et le premier exportateur de pétrole russe, c'est resté l'Europe ces derniers mois, malgré la montée en puissance des mesures de rétorsion. L'Europe représente... Non, le premier importateur. Le premier importateur, pardon. Oui, il représente plus de la moitié de ces ventes d'hydrocarbures russes, loin devant la Chine et la Turquie. L'Europe, premier client devant la Chine et la Turquie. C'est cela. Oui, plus de la moitié. Et ce n'est pas tout. Sur ces 158 milliards d'euros, 43 milliards auraient atterri directement dans les caisses de l'État russe via les taxes, les droits de douane, selon ce rapport du CREA, un centre de recherche finlandais sur l'énergie. 43 milliards qui ont pu contribuer directement donc à l'effort de guerre contre l'Ukraine. Bien, merci Félix. C'est un institut indépendant que je ne connais pas personnellement, mais j'ai déjà lu plusieurs rapports de cet institut qui est basé en Finlande, à Helsinki, et qui donc rapporte ce chiffre, qui est un chiffre vraiment très intéressant parce qu'il pose énormément de questions. Évidemment, nous avons d'un côté l'État russe qui exporte ses richesses naturelles, ses hydrocarbures, de l'autre les acheteurs qui étaient jusque-là essentiellement des acheteurs occidentaux, qui le sont de moins en moins. La Chine a remplacé évidemment les clients occidentaux, mais la Chine, pour des raisons économiques aussi, freine ses achats. Alors il y a d'autres acheteurs, la Turquie, ce qui explique les relations d'ailleurs particulières entre la Russie et la Turquie. On comprend tout. Il y a l'Inde aussi qui est un gros acheteur d'hydrocarbures russes. Pour en parler clairement, nous sommes avec Nicolas Meillan. Nicolas Meillan, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur, membre des Éconoclastes, spécialiste des questions d'énergie. Donc ce chiffre doit être regardé de près. 158 milliards d'euros en 6 mois, en 7 mois, depuis le début de la guerre en Ukraine jusqu'au 24 août. L'Europe était le premier importateur de pétrole russe. Oui, plus maintenant. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ça va changer, ça va évoluer dans les semaines qui viennent? En fait, ça veut dire, moi j'étais chez un de vos confrères la veille de l'invasion de l'Ukraine et je disais que tant que la seule sanction qui pourrait impacter la Russie, ce serait la baisse du prix du pétrole. C'est ce qui s'est passé dans les années 90, juste avant, et c'est ça qui a amené l'effondrement de l'Union soviétique. Ça s'appelle le contre-choc pétrolier. Et à ce moment-là, les États-Unis s'étaient alliés avec l'Arabie Saoudite pour faire baisser le prix du pétrole et donc les revenus de la Russie. Là, nous, on a fait exactement l'inverse. Donc, on a fait augmenter le prix du pétrole. On a fait multiplier par 20 le prix du gaz. Et donc, effectivement, en fait, grâce à nos sanctions internationales, la Russie peut financer son effort de guerre, puisque sur les 6 derniers mois, le CERA parle de 43 milliards d'euros pour un coût total de 100 milliards d'euros. Donc, vous dites, je résume, Nicolas Meillan, qu'en sanctionnant la Russie, on a fait monter le prix de ces hydrocarbures qu'on paie beaucoup plus cher qu'avant, ce qui nourrit l'effort de guerre russe. Exactement. Nous sommes les financeurs de la Russie en Ukraine, mais il faut aussi quand même ajouter que de notre côté, ça n'est pas indolore, puisque rien que pour la France sur 2022, le coût de l'augmentation du prix de l'énergie, on parle de le même ordre de grandeur. Donc, on donne 50 milliards d'euros à M. Poutine et nous, ça nous coûte rien que pour la France. Je ne parle pas de l'Europe. 50 milliards d'euros avec le bouclier tarifaire, avec ce qui se passe sur EDF et l'augmentation des tarifs de la reine. Donc c'est ça qui se passe. Oui, Nicolas Meillan, c'est ce qui se passe. Mais je lis aussi dans ce rapport que nous achetons, et d'ailleurs c'est ce que prévoit l'Union européenne, de moins en moins d'hydrocarbures russes. Alors, on en achète de moins en moins, mais si vous voulez, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que certains pays, par exemple, vont recevoir du pétrole de Russie et de quelques autres pays, vont le mélanger
et puis vont ensuite le revendre à l'Europe. Ou alors que vous avez l'Arabie Saoudite va acheter du pétrole russe, va en faire du fuel pour faire tourner ses centrales électriques, comme ça elle pourra nous revendre plus de pétrole saoudien. Donc il y a un certain nombre de mesures qui permettent de contourner ces mesures. Finalement, le problème c'est qu'elles ne sont prises que par 50 pays sur 200. L'Inde n'a jamais acheté autant de pétrole russe, 1 million de barils par jour. La Chine non plus. Et donc, tant que l'Inde et la Chine continuent à acheter du pétrole russe, nos sanctions internationales, qui sont finalement internationales avec un quart des pays, eh bien, n'ont pas d'impact. Et au contraire, financent la guerre en Russie. Donc, vous pensez qu'elles sont inutiles, Nicolas Meillan? Elles ne sont pas inutiles, elles sont contre-productives. Elles sont contre-productives. Mais sachant que pour nous, ce qui nous attend en Europe, avec un prix de l'électricité multiplié par 10, parce qu'il est indexé sur le prix de gaz de M. Poutine, et un prix du gaz multiplié par 20, c'est l'effondrement économique de l'Europe qui nous attend, avec des collectivités locales, des entreprises, des factures qui sont multipliées par 4, 5. Je lisais hier encore, alors c'est une anecdote, mais une trentaine de piscines qui vont fermer, des stations de ski qui se demandent si elles vont pouvoir ouvrir cet hiver. Et donc, alors bien évidemment, les consommateurs, ceux qui votent, sont protégés en partie avec les tarifs réglementés, mais c'est pas le cas de nos entreprises, de nos collectivités. Et vraisemblablement, ça va emmener l'Europe. Mais Nicolas Meillan, je vais me faire aussi l'avocat du diable, je vais vous poser des questions. Nicolas Meillan, si nous n'avions pas pris ces sanctions, nous aurions continué à acheter des hydrocarbures russes. Bon, on est bien d'accord. À un prix moindre. On est bien d'accord. Ce qu'il fallait faire, si nous voulons pénaliser M. Poutine, c'est faire baisser le prix du pétrole. Et comment ? Et c'est la bonne question. On a pu le faire en 85 parce qu'on avait des marges de manœuvre. Mais si les gouvernements s'étaient intéressés à la question, aujourd'hui, on n'a plus de marge de manœuvre. Le pic mondial de production a été passé il y a 4 ans. Il n'y a plus de marge de manœuvre en Arabie Saoudite. Il n'y en a plus nulle part. Emmanuel Macron et ses collègues européens pensaient sans doute aller voir Mohamed Ben Salman, qui découpe les journalistes en morceaux, pour lui demander d'augmenter sa production. Mais il ne peut pas le faire. Et c'est pareil pour les Émirats Arabes Unis. On n'a plus de marge de production. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Eh ben, il fallait éviter à tout prix cette invasion. Par exemple, en tenant ses engagements. Quels sont les engagements de la France ? Pas d'Ukraine dans l'OTAN, Nicolas Sarkozy 2008. Accord de Minsk 2015, François Hollande, nous étions les garants. Il fallait à tout prix tenir notre parole. Et en tenant notre parole, nous aurions pu... Parce que vous pensez qu'en tenant notre parole, on aurait empêché Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine ? Bien sûr, si les accords de Minsk avaient été respectés, il n'y aurait pas eu d'invasion de l'Ukraine, bien évidemment. Mais ça, c'est ce que vous dites, Nicolas Meillan. Hein, c'est ce que vous dites. Mais personne ne le sait. Et personne n'a cette réponse. Vous n'êtes pas dans la tête de Vladimir Poutine, pardonnez-moi. Hein, oui, mais a priori, la raison pour laquelle il a envahi l'Ukraine, c'est aussi puisque ces accords n'étaient plus respectés. Comme vous dites a priori, oui. Comme vous dites a priori. Bien sûr, je ne suis pas dans la tête de M. Poutine. Ah ben oui, ça c'est sûr. Et personne n'est dans la tête de Vladimir Poutine. Donc tout ça, ce sont des conjonctures. Hein. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le concret. Le concret dit quoi ? Dit que nous payons les hydrocarbures plus cher, que nous finançons en partie l'effort de guerre des Russes, de M. Poutine. Simplement, Nicolas Meillan, si nous n'achetons plus, vous dites, si nous n'achetons plus d'hydrocarbures russes, nous allons acheter quand même de l'hydrocarbure russe à travers nos achats en Arabie Saoudite ou ailleurs. Bien sûr. Bien sûr, puisque le pétrole n'a pas d'étiquette. Le pétrole n'a pas d'étiquette, donc ces sanctions seront contrôlées. Alors, autre solution... Au-delà de ça, le vrai problème, c'est que la Russie est le premier producteur mondial, à égalité avec les États-Unis. Bon, ben alors, autre solution, acheter de moins en moins de pétrole. Qu'est-ce que vous voulez y faire ? Exactement. Moi, c'est ce que j'ai proposé il y a 3 ans au gouvernement. Oui. J'ai fait une note, j'étais conseiller scientifique à France Stratégie, et je leur ai proposé d'acheter moins de pétrole russe. Mais à l'époque, ça n'intéressait pas Elisabeth Borne. Eh ben, c'est dommage. Merci Nicolas Meillan, merci. 12h23, Laurent qui est à Montpellier, qui est avec nous. Bonjour Laurent. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Qu'est-ce que vous vouliez dire, mon cher Laurent, sur la question ? J'ai écouté attentivement M. Meyer et tout a été dit pour l'essentiel.
Ce qu'on peut dire maintenant, c'est que les journalistes ne disent plus que la crise énergétique est due à la guerre en Ukraine. C'est l'incompétence de la gestion de la guerre en Ukraine qui crée la crise énergétique. Ce n'est pas la même chose. Je ne comprends pas, Laurent, c'est-à-dire l'incompétence de... L'incompétence de la réponse, l'incompétence de la réponse des politiciens français et européens crée la crise énergétique. Ce n'est pas la guerre en Ukraine qui a créé la crise énergétique. Ah bon? Non, pourquoi? Sans guerre en Ukraine, y aurait-il une crise énergétique? Avec la guerre en Ukraine, sans déstabiliser le marché mondial des hydrocarbures, il n'y aurait pas eu une crise énergétique que nous subissons maintenant en Europe. Je pense que c'est évident. Je comprends pas très bien votre raisonnement. Excusez-moi, si je m'exprime peut-être mal aujourd'hui. Non, mais allez-y, Laurent. Je reprends. La déstabilisation du marché mondial des hydrocarbures a été faite par les sanctions de l'Europe et de la France. Oui. D'accord ? Et la déstabilisation du marché, ça veut dire que le prix a augmenté puisque la grande majorité du prix d'un hydrocarbure est due à la spéculation et non pas à la matière première, qui est gratuite sous terre. La matière première, les Russes l'ont sous les pieds, les Algériens l'ont sous les pieds, elle est gratuite, la matière première. Jusque-là, on comprend, c'est facile ça. En déstabilisant le marché, les spéculateurs se régalent. Et par qui est une spéculation internationale sur le prix des hydrocarbures, personne n'en doute. Hein. Oui, mais là, elle est partie à volo, elle est partie dans tous les sens. On l'a bien vu, multiplié par 10, multiplié par 20 sur les hydrocarbures. Je pense que c'est assez clair de comprendre. Si la réponse politique n'avait pas été celle-ci, de vouloir sanctionner la Russie sur les achats d'hydrocarbures, il n'y aura pas eu de déstabilisation du marché mondial. Il faut savoir que dans le monde, il faut 100 millions de barils jour de pétrole pour fonctionner. Vous les achetez à Pierre, à Paul, ou Paul les vend à Pierre, ou ainsi de suite, il faudra toujours 100 millions de barils jour. Oui. C'est simple. Enfin, il faudra toujours, non, si on réduit notre consommation d'hydrocarbures. On est bien d'accord, Laurent. Il en faudra moins. Si on rééquilibre nos sources d'énergie, mais ça c'est un autre débat. Voilà, il faut 30 ans à peu près 30 ou 40 ans pour changer de concept énergétique global. Ce n'est pas en 6 mois. Donc c'est comme je voulais donner un chiffre de l'Algérie. Macron était en Algérie pour avoir une augmentation des volumes de gaz. D'accord. Mais l'Algérie actuellement ne pourra pas dans les 10 prochaines années nous donner plus que 2 ou 3 kilomètres cubes de gaz. L'Europe en consomme 400 kilomètres cubes de gaz par an, et la France 40 kilomètres cubes de gaz par an. L'Algérie, dans les 10 prochaines années, ne pourra pas augmenter sa production de 2 ou 3 kilomètres cubes supplémentaires. Mais ça, c'est une réalité, Laurent, vous avez raison de la rappeler, c'est une réalité qu'il faut prendre en compte, donc il faut diversifier ses approvisionnements et surtout ses sources d'énergie. C'est inéluctable, Laurent. Et attention à cette erreur magistrale. L'Allemagne est un exemple qui fonctionne aujourd'hui avec 2 systèmes de production d'électricité. D'accord ? Renouvelable, avec 100 gigawatts de puissance installée. Bien plus que nous. Oui, là, alors renouvelable 100 gigawatts installés, pilotable 100 gigawatts. Donc ils ont 2 systèmes en parallèle pour produire de l'électricité. Et que se passe-t-il aujourd'hui ? Vous le constatez comme moi. Ils sont obligés de rattaquer sur le charbon puisqu'ils veulent moins acheter de gaz. Voilà la réalité qui existe, quoi. Je veux dire, ce ne sont pas des ingénieurs qui font des projections, là, c'est un fait. Et pour éviter, et nous passons un accord avec l'Allemagne, vous avez vu ça, Laurent, nous allons effectivement vendre éventuellement du gaz à l'Allemagne, et l'Allemagne, éventuellement, si nous en avons besoin, va nous vendre de l'électricité. Bien, merci Laurent de nous avoir appelés. Merci, vous réagissez à tous ces sujets. Vous savez qu'ici, nous essayons de parler clairement. Grâce à vous, 0826 300 300, c'est un plaisir de vous savoir là tous les matins, 10h30, midi et demi, Parlons vrai chez Bourdin, Sud Radio, et nous sommes avec André Berkoff dans un instant.